En 2022, une affaire dans le sud de la France a mis en lumière l'importance cruciale des statuts sociaux bien rédigés. Et je l'avais dit lors de ma précédente vidéo, quand on va créer une société civile, j'ai dit tous les avantages, que ce soit l'optimisation fiscale, la transmission, la gestion des biens, pas mal d'avantages sur la société civile, permet aussi d'éviter l'indivision, mais si on crée la société civile, mais on n'a pas les bons statuts, on n'a pas à rédiger finement les statuts, ça peut être catastrophique, voire même très très dangereux. En 2022, justement, cette famille dans le sud de la France a été confrontée à une grosse dispute lorsque un des associés a voulu vendre ses parts. Il a voulu vendre ses parts à un tiers, donc à une personne externe à la famille, sans en informer les autres membres. Et ça a été possible, oui, parce qu'il n'y a pas eu de clause qui permettait d'annuler ou d'interdire ce genre de transaction. Ça a entraîné la perte d'un patrimoine familial qui a été détenu depuis des générations. Donc dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui pourquoi rédiger ces statuts finement est très important et quels sont les points de précaution à prendre en compte. Ça va être très intéressant. Comme on l'a vu, la société civile, avant tout, c'est une société. Donc c'est une personne morale. Elle n'est pas vraiment vivante, c'est pas un être humain. Donc il faut des statuts qui disent à quoi sert la société, qui va la détenir, comment elle est gérée, comment elle va être vendue, est-ce que il y aura des dispositions particulières qui vont concerner cette société. Il va falloir édicter des règles pour définir à quoi correspond la société, quelles sont ses limites, quelles sont ses capacités, quelles sont aussi les capacités des membres. D'après le code civil, il y a quelques règles qui sont quand même impératives, comme la responsabilité à l'égard des tiers, un associé qui ne peut être engagé sans son consentement. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de règles supplétives. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter chaque clause au projet des associés. La société devra avoir un siège social, donc un domicile, un nom, et d'autres caractéristiques obligatoires qui seront représentées dans les statuts. Ils figureront sur le cabis de la société. C'est comme la carte d'identité pour les personnes physiques. Une fois qu'on a reçu le cabis, ça veut dire que l'entreprise a été immatriculée au greffe. Et à ce moment-là, c'est parfait, on peut commencer les choses sérieuses. La société prend vie. Pour devenir associé de la société, il faut apporter un capital, ce qui va représenter le capital social. Chaque associé doit apporter, même si c'est une petite somme, il doit apporter un petit truc. Sinon, il n'aura zéro part. Pour avoir au moins une part, voilà, il faut apporter un capital social. Mais la question, c'est le capital qu'on apporte, c'est quoi? Ça peut être de l'immobilier, ça peut être du cash, on apporte des titres, des actions, on fait quoi? On apporte quoi et quelles sont les limites? C'est une bonne question. Bon, en fait, on peut apporter pas mal de choses, mais tout va dépendre de l'objectif de la création de la société civile. On peut aussi décider qui libère son apport au jour de la création, voire même plus tard. Est-ce qu'on aura un prêt de l'associé à la société ou même l'inverse? C'est des questions auxquelles il faut vraiment réfléchir. Concernant la politique de la société, la répartition des pouvoirs entre la gérance et l'assemblée générale. Est-ce qu'elle sera ordinaire ou extraordinaire? Qui pourra décider de quoi et quelles seront les règles de majorité? Et surtout, il faut définir qui aura les pouvoirs en cas d'indivision, en cas de démembrement, en cas de succession, en cas de décès ou en cas d'entrée d'un nouvel associé. Il faut décider tout ça dès le départ. Parce que le problème, c'est que si on ne définit pas tout ça, et il se peut, il y a des professionnels qui définissent mal les statuts mal ficelés vont se retourner contre les auteurs. Et c'est très dommage. En principe, chaque associé participe au résultat de l'entreprise selon sa quotité. Par exemple, si un associé participe au remboursement du prêt qui a été accordé à la société, on a ce qu'on appelle un paiement pour autrui. C'est l'associé qui va payer à la place de la société. L'associé va devenir un créancier de la société. Si par exemple, toi, tu as des parts de la société et tu décides de rembourser le banquier, au lieu que ce soit ta société qui le fasse, est-ce qu'on va considérer ça comme une libération du capital social, une libération de son apport au capital social, ou alors est-ce qu'on va considérer ça comme une créance en compte courant? Créance de compte courant, c'est un prêt. Sous quelle modalité l'associé sera remboursé? Au bout de combien de temps? Combien de mensualités par mois, etc. Sachant que dans le code civil, rien n'est prévu à ce propos. Donc il va falloir se démerder. Comment on fait? Dans ce cas-là, je le redis encore une fois, avoir recours à un professionnel, ça peut être pertinent. Mon lien Calendly pour réserver un créneau, un rendez-vous est dans la description de la vidéo. Pour la vidéo sur la société civile, je te laisse regarder en haut, ça va te permettre de savoir que la société échappe à l'impôt, mais ça peut être très intéressant de te renseigner sur la société civile avant même de regarder cette vidéo sur la rédaction fine des statuts. En pratique, par facilité, on va choisir l'impôt sur le revenu parce que les associés sont en général des personnes physiques et donc payent de l'impôt sur le revenu. Par contre, ça peut être intéressant pour les résultats, s'ils sont distribués, de mettre la société sur l'impôt sur les sociétés. Ça peut concerner l'impôt sur les plus-values ou les droits d'enregistrement, etc.